Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. 28 ans de mariage détruits en 8 mots. Tu peux tenir mon sac pendant que je danse avec lui? Ce furent les mots exacts que ma femme adressa à un inconnu dans le club, ce soir-là, le 14 mars 2024. Et moi, j'étais juste là. À 2 mètres à peine. Un verre de whisky à la main, regardant ma vie parfaite s'effondrer au ralenti, comme dans un film dont je n'étais plus le héros. Mais laissez-moi vous dire une chose, ceci n'est pas l'histoire d'un homme faible qui s'est laissé humilier. Non, monsieur. C'est l'histoire de la manière dont la patience et la stratégie peuvent devenir les armes les plus puissantes lorsqu'on vous trahit. Car ce que Carmen ignorait ce soir-là, c'est que je savais déjà tout. Et ce que j'allais faire ensuite, eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà senti votre confiance piétiner, restez jusqu'au bout. Parce que cette histoire ne se termine pas comme les autres. Cette histoire se termine par la justice. Je m'appelle Rodrigo Mendoza. J'ai 56 ans et, jusqu'il y a 6 mois, j'étais marié à Carmen, mon épouse depuis 28 ans, la mère de mes 2 enfants, la femme qui avait juré de m'aimer dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Quelle ironie, n'est-ce pas? Car il s'est avéré qu'elle m'aimait, mais seulement quand il y avait de la richesse. Permettez-moi de vous ramener au début. Pas au début de cette nuit au club, mais au véritable début. Au jour où j'ai rencontré Carmen. C'était en 1996. J'avais 28 ans et je venais d'ouvrir ma première entreprise, une petite quincaillerie au centre-ville. Rien de glamour. Rien d'impressionnant. Je travaillais 14 heures par jour, les mains toujours couvertes d'huile et de poussière, et mon compte bancaire, disons que manger 3 fois par jour relevait du luxe. Carmen travaillait dans un café 2 rues plus bas. Chaque matin, je passais prendre un café noir sans sucre, et elle me souriait. Un sourire sincère, chaleureux. Pas le sourire de quelqu'un qui veut quelque chose de vous, mais celui de quelqu'un qui vous voit vraiment. Pendant 3 mois, nous n'avons échangé que des sourires et des « bonjours ». Jusqu'au jour où elle me demanda « Pourquoi commandes-tu toujours ton café sans sucre ?»« Parce que c'est ainsi que j'aime la vie », répondis-je. Amère, mais réelle. Elle éclata de rire. Et ce jour-là, elle m'invita à sortir après son service. Notre premier rendez-vous eut lieu dans un parc. Je n'avais pas l'argent pour un restaurant chic. J'achetai 2 sandwichs dans une supérette et une bouteille de jus bon marché. Nous nous sommes assis sur un banc et avons parlé pendant 4 heures. Je lui ai raconté mes rêves, faire grandir mon entreprise, offrir un jour une vie meilleure à ma famille. Elle me parla de la sienne, modeste, de son père qui avait travaillé toute sa vie comme mécanicien sans jamais se plaindre. J'aime les hommes travailleurs, me dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Les hommes qui construisent avec leurs mains, pas avec des paroles vides. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Sa robe avait coûté $150. Mon costume était emprunté. La réception eut lieu dans la cour de la maison de ses parents. Mais nous étions heureux. Ou du moins, je croyais que nous l'étions. Les 10 premières années furent bonnes. Mon entreprise grandit lentement mais sûrement. D'une quincaillerie, nous sommes passés à 3. Puis à 7. En 2006, je possédais déjà une chaîne de 15 magasins répartis dans 4 villes. Carmen s'occupait de la comptabilité depuis la maison tout en élevant nos enfants, Daniela, née en 1998, et Miguel, né en 2001. Nous vivions confortablement, mais sans extravagance. Une maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. Une Toyota de 5 ans. Des vacances à la plage une fois par an, rien de luxueux. Je continuais à m'habiller simplement, jean et chemise de travail. Carmen cuisinait presque tous les jours à la maison. Pourquoi vivions-nous ainsi alors que j'avais de l'argent? Parce que j'avais appris une leçon cruciale durant mes années de pauvreté, la vraie richesse ne s'exhibe pas, elle se protège. Ceux qui affichent leur argent sont les premiers à le perdre. Ceux qui vivent avec modestie sont ceux qui bâtissent réellement des empires. Mais voici le problème, je n'ai jamais dit à Carmen combien d'argent nous avions réellement. Ce n'était pas par méfiance, ou du moins c'est ce que je me disais.
C'était parce que, je voulais m'assurer qu'elle m'aimait pour ce que j'étais, et non pour ce que je possédais. Et puis, Carmen ne demanda jamais. Elle ne s'intéressait qu'à savoir s'il y avait assez pour les courses du mois et les frais scolaires des enfants. Tout changea en 2018. Notre voisin d'en face, Roberto, s'acheta un nouveau pick-up, une Ram 1500 noire, étincelante. Et sa femme, Monica, commença à inviter Carmen à des réunions entre amis. Ces réunions comprenaient des spas, des salons de beauté, des restaurants coûteux et des séances de shopping dans des centres commerciaux de luxe. Au début, Carmen rentrait silencieuse. Puis vinrent les commentaires. Monica s'est acheté un sac Coach. Il coûte plus cher que toute ma garde-robe. Roberto a offert à Monica un voyage à Cancun pour leur anniversaire. Nous, on est juste allés à la plage l'an dernier. Tu sais qu'ils ont une adhésion au country club? Nous, on ne sort même pas dîner. Les remarques devinrent de plus en plus fréquentes. Plus insistantes. Un jour de février 2019, Carmen m'assit à la table de la cuisine et me dit: Rodrigo, il faut qu'on parle. Dis-moi. Cela fait 23 ans que nous sommes mariés. Je sais que tu travailles dur. Je sais que l'entreprise va bien. Mais, pourquoi vivons-nous comme si nous étions encore pauvres? Je la regardais vraiment. Et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, du ressentiment. Nous ne vivons pas comme des pauvres, Carmen. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut? Je ne parle pas de besoin. Je parle de profiter de la vie. Monica et moi avons le même âge, mais elle paraît 10 ans plus jeune parce qu'elle peut se permettre de prendre soin d'elle. Moi? Je me coupe les cheveux moi-même pour économiser. Je ne t'ai jamais demandé d'économiser là-dessus. Mais tu ne me donnes jamais d'argent en plus. Juste ce qu'il faut pour les dépenses. Comme si tu avais peur que je dépense trop. Je soupirai. Carmen, si tu veux aller au salon, vas-y. Si tu veux acheter des vêtements, fais-le. Je ne t'ai jamais rien interdit. Tu ne comprends pas, sa voix monta. Il ne s'agit pas de permission. Il s'agit de notre capacité à profiter ensemble. Quand est-ce qu'on est sorti pour la dernière fois dans un restaurant chic? Quand est-ce que tu m'as offert un cadeau qui n'était pas une obligation? Elle avait raison sur un point, j'avais négligé les gestes romantiques. Non pas par manque d'argent, mais parce que j'étais obsédé par l'avenir, par la sécurité financière de notre famille, au point d'oublier le présent. Je te promets que ça va changer, lui dis-je. Et je le pensais sincèrement. Cette semaine-là, je l'emmenai dîner dans un restaurant 5 étoiles. Je lui offris un collier en or 18 carats. Je réservai un voyage surprise à Carthagène pour notre anniversaire en juin. Carmen était heureuse. Rayonnante. Comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Mais quelque chose avait changé en elle. Quelque chose que je ne remarquais pas tout de suite, mais qui devint évident avec le temps, Carmen avait goûté au miel. Et désormais, elle voulait la ruche entière. Les 2 années suivantes furent une spirale. Chaque retour de ses sorties avec Monica s'accompagnait de nouvelles nécessités, une voiture neuve, des vêtements de marque, des sacs Louis Vuitton, des chaussures Jimmy Choo, des soins du visage hebdomadaires, un abonnement à la salle de sport la plus chère de la ville. Et moi, je lui donnais tout. Parce que je l'aimais. Parce que je croyais qu'en la rendant heureuse avec des choses matérielles, elle redeviendrait la femme du café. Celle qui m'aimait quand je n'avais rien. Mais en mars 2024, je découvris à quel point je me trompais. C'était un vendredi soir. Carmen me dit qu'elle sortait avec les filles, Monica, Patricia, Lucia. Le groupe habituel. Elles allaient dans un nouveau club qui venait d'ouvrir dans le quartier le plus chic de la ville. Un club, demandai-je, surpris. Tu n'as jamais été du genre à aller en boîte. Tu ne trouves pas que nous sommes un peu âgés pour ça? Elle rit. Âgés? Rodrigo, nous avons 54 ans, pas 80. Nous méritons de nous amuser un peu. Bien sûr. Profite. Elle partit. Et moi, j'avais prévu de rester à la maison regarder le football. Mais quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la curiosité.
Carmen s'était apprêtée plus que d'habitude, une robe noire moulante que je ne lui avais jamais vue, des talons de 10 cm, un maquillage professionnel, un nouveau parfum, cher. À 22 heures, je reçus un message de mon ami Alberto. « Rodrigo, tu es occupé ? Des clients du Venezuela sont en ville et veulent découvrir la vie nocturne. Tu viens avec moi ?» Normalement, j'aurais refusé. Mais ce soir-là, sans savoir pourquoi, j'acceptais. Où allons-nous? Dans ce nouveau club, Paraiso Nocturno. On dit que c'est le meilleur de la ville. Mon cœur s'arrêta une seconde. C'était le même club où Carmen était allée. Parfait, répondis-je en gardant mon calme. Je passe te prendre dans 20 minutes. Nous sommes arrivés au paradis nocturne à 22h45. L'entrée était spectaculaire, des lumières néon bleues et violettes, une file de personnes attendant pour entrer, des voituriers courant d'un côté à l'autre avec des voitures de luxe. Mercedes, BMW, Porsche. Cet endroit n'était clairement pas pour tout le monde. Alberto et moi sommes entrés sans difficulté. Il connaissait le propriétaire, et on nous a laissé passer directement. La musique techno résonnait si fort que je sentais les vibrations dans ma poitrine. Le lieu était bondé. Des centaines de personnes dansaient, buvaient, riaient. Des lumières stroboscopiques illuminaient la piste par éclairs intermittents. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» cria Alberto par-dessus la musique. « Impressionnant, répondis-je, même si, honnêtement, je me sentais comme un poisson hors de l'eau. À 56 ans, ce genre d'endroit n'était pas vraiment mon univers. Nous nous sommes dirigés vers l'espace VIP au 2e étage. De là, nous avions une vue parfaite sur toute la piste de danse. Nous avons commandé une bouteille de whisky et commencé à discuter avec les clients d'Alberto. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mes yeux parcouraient la foule, cherchant quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et puis je l'ai vu. 23h23. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre à cet instant précis. Carmen était sur la piste de danse avec Monica et les autres femmes. Elle dansait en cercle, verre à la main, en riant. Carmen avait l'air différente. Plus jeune. Plus libre. Plus heureuse que lorsqu'elle était à la maison avec moi. Mon premier réflexe fut de descendre et de la saluer. Quelle coïncidence, chérie. Moi aussi je suis ici avec des clients. Simple. Normal. Sans drame. Mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être l'instinct. Peut-être ce 6e sens que l'on développe après 28 ans de mariage. Ou peut-être simplement la curiosité. Je décidai d'observer. Pendant les 30 minutes suivantes, Carmen et ses amis dansèrent, enchaînèrent les shots de tequila, prirent des selfies. Tout semblait normal. Innocent. Je commençais à me détendre. « Tu es parano, Rodrigo ?» me dis-je. Et puis il apparut. Un homme grand, probablement dans la quarantaine, cheveux gominés vers l'arrière, chemise blanche ouverte sur 2 boutons, pantalon noir ajusté. Il s'approcha du groupe de femmes et dit quelque chose. Les amis de Carmen éclatèrent de rire. Et Carmen. Carmen sourit. Pas un sourire poli. Un sourire séducteur. Mon estomac se noua. L'homme tendit la main vers Carmen pour l'inviter à danser. Elle regarda ses amis, comme pour demander leur approbation. Monica lui fit un geste de la main, « Vas-y ». Et Carmen accepta. Ils commencèrent à danser. Au début, une distance correcte. Mais à chaque chanson, il se rapprochait davantage. Ses mains glissèrent sur sa taille. Elle riait, rejetant la tête en arrière. Il lui murmurait des choses à l'oreille. Je serrai mon verre de whisky si fort que je crus qu'il allait se briser dans ma main. « Ça va, Rodrigo ?» demanda Alberto en remarquant ma tension. « Oui, parfaitement, mentis-je. » À minuit 15, quelque chose arriva que je n'oublierai jamais. Carmen s'arrêta de danser et dit quelque chose à l'homme. Il acquiesça. Elle retourna vers Monica et les autres femmes, prit son sac, un sac Louis Vuitton que je lui avais offert 6 mois plus tôt pour son anniversaire. Et puis, juste devant moi, même si elle ne pouvait pas me voir depuis la piste.
Carmen s'approcha d'un homme complètement différent. Plus jeune, peut-être 35 ans, barbe parfaitement taillée, veste en cuir. Elle lui dit quelque chose. Il sourit. Elle lui tendit son sac. De là où j'étais, je n'entendais pas ces mots, mais je lus clairement sur ses lèvres. « Tu peux me tenir mon sac pendant que je danse avec lui ?» L'homme à la veste en cuir prit le sac, surpris mais flatté. Et Carmen retourna vers le premier homme, celui à la chemise blanche. Cette fois, ils dansaient beaucoup plus près. Trop près. Leur corps presque collés. Ses mains à lui sur le bas de son dos. Très bas. Quelque chose se brisa en moi à cet instant. Ce n'était pas la danse en elle-même. Les gens dansent en boîte, tout le temps. C'était la manière. La préméditation. Le fait de demander à un inconnu de tenir son sac pour pouvoir danser, librement, avec un autre homme. Comme si elle était célibataire. Comme si je n'existais pas. Comme si 28 ans de mariage étaient devenus invisibles. Alberto posa la main sur mon épaule. « Mon ami, tu es sûr que ça va ? Tu es tout pâle. »« J'ai besoin d'air, » dis-je en me levant brusquement. Je sortis sur le balcon du VIP. L'air frais de la nuit me fouetta le visage. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Dans mon esprit, l'image de Carmen dansant avec cet homme tournait en boucle. « Calme-toi, Rodrigo, » me dis-je. Tu ne connais pas toute l'histoire. Peut-être qu'elle danse juste. Peut-être que tu exagères. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Je retournai à l'intérieur. Carmen et l'homme ne dansaient plus. Ils étaient assis sur un canapé près du bar, en train de discuter. Elle riait. Il lui touchait le bras en parlant. Trop de contact. Trop d'intimité pour deux personnes qui venaient de se rencontrer. Monica s'approcha et dit quelque chose à Carmen. Carmen acquiesça, se leva, et toutes deux se dirigèrent vers les toilettes. L'homme resta là, consultant son téléphone, sirotant son verre. Et moi, je pris une décision. Je descendis les escaliers. Je marchai droit vers lui. Mon cœur battait si fort que je l'entendais malgré la musique. « Excuse-moi, » dis-je en arrivant à sa hauteur. Il leva les yeux de son téléphone. « Oui ? Je peux te poser une question ? » demandai-je, d'une voix calme alors qu'à l'intérieur j'étais un volcan prêt à exploser. « Bien sûr. La femme avec qui tu dansais, tu la connaissais avant ? » Il sourit avec assurance. « Non, je viens de la rencontrer ici. » « Pourquoi ? C'est ta sœur ou un truc comme ça ? » « Quelque chose comme ça, répondis-je. « Elle est canonne, non ? Et super drôle. » Elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie comme ça. Que son mari est un ennuyeux qui ne fait que travailler. Chaque mot était un couteau planté en plein cœur. « Ah oui ? Et quoi d'autre ? Qu'elle en a marre de mener une vie monotone. Qu'elle mérite de s'amuser davantage. » Ce genre de choses. Il but une gorgée. « Dis-moi, pourquoi toutes ces questions ? Tu es intéressé par elle aussi ? » Parce que je l'ai vue en premier. Je respirai profondément. Comptai jusqu'à 5. Puis je souris. « Ne t'inquiète pas. Elle est toute à toi. » Je remontai dans l'espace VIP avant que Carmen ne sorte des toilettes. Je m'assis, pris mon verre de whisky et le bus d'un trait. Alberto me regardait, inquiet. « Rodrigo, mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air. » « Je vais très bien, » l'interrompis-je. J'avais juste besoin de me dégourdir les jambes. Mais je n'allais pas bien. Rien n'allait bien. Carmen revint des toilettes et se rassit avec l'homme. Il lui tendit son verre. Elle but dans son verre. Un geste intime. Familier. Comme le font les couples. Pendant l'heure suivante, je les observais. Chaque sourire. Chaque contact. Chaque regard. Et à chaque seconde, la réalité devenait plus claire et plus douloureuse. Ma femme. La mère de mes enfants. La femme qui avait juré de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare,
flirter ouvertement avec un inconnu dans un club. Et pire encore, elle y prenait plaisir. À 1h30, le groupe de femmes commença à se dire au revoir. Carmen donna son numéro de téléphone à l'homme. Je le vis clairement. Il sortit son téléphone, elle dicta les chiffres, il les enregistra, puis ils s'enlacèrent. Une étreinte longue. Beaucoup trop longue. J'étais déjà dans ma voiture lorsque Carmen sortit du club avec ses amis. Je l'ai suivie à distance, prudemment. Je l'ai laissée devant la maison de Monica, où apparemment elles avaient toutes garé leur voiture. Carmen monta dans sa Honda Civic et rentra chez nous. Je la suivis tout le trajet. J'arrivai à la maison 5 minutes après elle. Quand j'entrai, Carmen était dans la cuisine, en train de boire de l'eau, toujours vêtue de sa robe noire et de ses talons. « Salut, mon amour », dis-je comme si de rien n'était. « Alors, ta soirée ?» Elle se retourna, surprise. « Rodrigo. Tu m'as fait peur. Je croyais que tu dormais. » « Non, je regardais le match jusqu'à tard. »« Et toi ? Comment c'était avec les filles ? » ?»« Bien, bien. Normal. On a dansé un peu, bu quelques verres, discuté. » Elle évitait mon regard. « C'est tout ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Tu t'attendais à quelque chose d'excitant ?» dit-elle en riant nerveusement. « Non, non. Je demandais juste. » Je m'approchai et l'embrassai sur le front. « Je suis content que tu te sois amusé. » Elle sembla soulagée. « Je suis fatigué. Je vais me coucher. » Moi aussi, dans un moment. Carmen partit dans la chambre. Je restai dans la cuisine, fixant le verre d'eau qu'elle avait laissé sur le plan de travail. Et à cet instant, je pris une décision. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. Pas sans plus d'informations. Car ce que j'avais vu cette nuit-là pouvait n'être que le début. Et s'il y avait plus, si c'était plus profond que ce que cela semblait être, je devais tout savoir avant d'agir. Ainsi, pour la première fois en 28 ans de mariage, je devins l'espion de ma propre femme. Et ce que je découvris dans les semaines suivantes, eh bien, c'était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si vous pensez que cette nuit fut douloureuse, attendez de découvrir la suite. Car la trahison a de nombreuses couches. Et j'étais sur le point de les enlever, une à une. Le lendemain, samedi matin, je me suis réveillé à 6 heures précises. Carmen dormait encore à mes côtés. Je l'ai observée un instant. Son visage semblait paisible, serein, presque innocent. Comme si la femme que j'avais vue flirter dans le club la veille au soir était une personne totalement différente. Peut-être l'était-elle. Je me suis levé sans faire de bruit et je suis allé dans mon bureau. J'ai verrouillé la porte à clé et me suis assis devant mon ordinateur. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai allumé. Ce n'était pas de la nervosité. C'était de la détermination mêlée à la peur. La peur de confirmer ce que mon instinct savait déjà. J'ai ouvert notre compte bancaire commun. Carmen avait accès à ce compte pour les dépenses du foyer, les achats personnels, tout ce qui faisait partie du quotidien. Je consultais les relevés chaque mois, mais honnêtement, jamais très en détail. Je lui faisais confiance. Quelle erreur. J'ai commencé à examiner les transactions des 6 derniers mois. Ligne par ligne. Dépense par dépense. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. 18 février 2024, débit de $450 chez La Boutique Élégante. Une robe. La même robe noire qu'elle portait la veille au soir. 22 février, $280 chez Parfumerie de Luxe. Le nouveau parfum. 1er mars, $320 pour des chaussures. Les talons de 10 cm. 5 mars, $180 dans un salon de beauté. Manucure, pédicure, soins du visage. 10 mars, $95 en lingerie fine. De la lingerie. Mon cœur s'est arrêté un instant. Carmen ne portait plus de lingerie fine pour moi depuis des années. Elle dormait en pyjama confortable en coton. Pour qui était cette lingerie? J'ai continué à examiner les relevés. Les débits se succédaient. Davantage de vêtements. Davantage de chaussures.
davantage de soins esthétiques. Au total, au cours des 2 derniers mois, Carmen avait dépensé plus de 3 500 $ en articles personnels. 3 fois plus que d'habitude. Mais ce qui a véritablement attiré mon attention, ce furent d'autres dépenses. 25 février, 85 $ dans un restaurant appelé Il Giardino. À 14h30. En pleine semaine. J'étais au travail. 4 mars, 120 $ dans le même restaurant. 15h. 11 mars, 95 $ au Café Monte Carlo. 14h45. Carmen m'avait dit que ces jours-là, elle avait déjeuné à la maison. Elle me l'avait dit précisément parce que je lui avais demandé comment s'était passée sa journée. Normal, ennuyeux. J'ai cuisiné quelque chose de simple et regardé la télévision. Des mensonges. J'ai pris des captures d'écran de chaque transaction suspecte. Je les ai enregistrées dans un dossier caché sur mon ordinateur, protégé par mot de passe. Puis j'ai ouvert un autre dossier, lui aussi protégé, mes comptes professionnels personnels. Ceux que Carmen ne connaissait pas. Vous voyez, lorsque je disais que Carmen gérait la comptabilité du foyer, je ne mentais pas. Mais ce que je ne lui ai jamais dit, c'est combien mes quincailleries rapportaient réellement. Elle connaissait les 15 magasins d'origine. Ce qu'elle ignorait, c'est que, au cours des 10 dernières années, j'avais considérablement développé l'entreprise. Je possédais désormais 47 quincailleries réparties dans 8 États différents. En plus de cela, j'avais diversifié, 3 sociétés de distribution de matériaux de construction, 2 entreprises d'importation d'outils, et plusieurs propriétés commerciales en location. Ma fortune personnelle s'élevait à environ 18 millions de $. Carmen pensait que nous avions environ 500 000 $. À l'aise, mais pas riche. Pourquoi ne le lui ai-je jamais dit? Honnêtement, au début, c'était pour protéger l'argent. J'avais vu tant de mariages détruits par l'argent. Puis c'est devenu une habitude. Et finalement, je crois qu'au fond, j'ai toujours voulu savoir si elle m'aimait pour moi ou pour l'argent. À présent, j'avais ma réponse. J'ai refermé l'ordinateur au moment même où j'ai entendu Carmen se lever. L'eau de la douche a commencé à couler. Je suis resté assis dans mon bureau, fixant le mur, essayant de tout assimiler. J'avais 2 options, la confronter immédiatement avec ce que je savais, ou enquêter davantage. Si je la confrontais maintenant, elle nierait tout. Je suis juste allé déjeuner avec des amis. La lingerie était pour toi, je voulais te faire une surprise. Elle aurait une excuse pour tout. Mais si j'enquêtais davantage, si je rassemblais des preuves solides et irréfutables, alors il n'y aurait plus de place pour les mensonges. J'ai décidé d'enquêter. Au petit déjeuner, j'ai agi de manière parfaitement normale. Je lui ai demandé quels étaient ses projets pour la journée. Elle m'a dit qu'elle irait au supermarché, puis à un cours de yoga à 11h. Du yoga? Ai-je demandé, surpris. Je ne savais pas que tu avais commencé le yoga. Ah oui, Monica m'a convaincu. Elle dit que c'est bon pour la souplesse et le stress. J'ai commencé il y a 3 semaines. Très bien. Dans quel studio? Zen Balance, celui près du centre commercial. Parfait. Amuse-toi bien. Elle est partie à 10h. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis sorti à mon tour. Je l'ai suivie à distance avec mon pick-up. Je voulais voir si elle allait réellement au supermarché et au yoga. Carmen s'est rendue au supermarché. Elle est entrée. Elle est ressortie 45 minutes plus tard avec des sacs de courses. Tout était normal jusque-là. Puis elle a pris la direction du studio de yoga. Mon espoir s'est ravivé un instant. Peut-être étais-je paranoïaque. Peut-être que tout était innocent. Mais alors Carmen a dépassé le studio de yoga. Elle a continué à conduire. Vers le centre-ville. Vers le quartier des restaurants et des hôtels. Elle s'est garée devant l'hôtel Empereur. Un hôtel 5 étoiles. Le genre d'endroit où les chambres coûtent 400 $ la nuit. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Carmen est sortie de la voiture. Mais elle n'est pas entrée dans l'hôtel. Elle est restée dehors, près de l'entrée, regardant son téléphone. Attendant. 5 minutes plus tard,
une BMW noire s'est arrêtée devant l'hôtel. Un homme est descendu du véhicule. Et j'ai immédiatement reconnu sa silhouette. C'était lui. L'homme à la chemise blanche du club. Celui avec qui elle avait dansé de manière si intime la veille. Carmen a souri en le voyant. Il s'est approché d'elle. Ils se sont enlacés. Pas une étreinte amicale. Une étreinte intime. Il lui a déposé un baiser sur la joue, très près des lèvres. Puis, ensemble, ils sont entrés dans l'hôtel. J'ai eu l'impression qu'on me frappait l'estomac avec un marteau. L'air a quitté mes poumons. Mes mains se sont crispées sur le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ma femme. Ma femme. Venait d'entrer dans un hôtel avec un autre homme. Une partie de moi voulait sortir de la voiture, entrer là-dedans et les confronter tous les deux. L'attraper par le col. Hurler sur Carmen. Faire un scandale. Mais la partie rationnelle de mon cerveau m'a arrêté. Des preuves, me suis-je dit. Il te faut des preuves. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos. De la BMW. De la plaque. De l'hôtel. Je n'ai pas pu les photographier en train d'entrer parce que j'avais réagi trop tard, mais c'était suffisant. Je suis resté dans mon pick-up pendant 2 heures. 2 heures entières. À fixer l'entrée de l'hôtel. À attendre. Chaque minute me semblait une éternité. À 13h15, ils sont sortis. Carmen en premier. Elle avait l'air arrangée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, mais elle les a remis en place avec ses mains. Son rouge à lèvres avait coulé. Lui est sorti 3 minutes plus tard, gardant ses distances, faisant comme s'ils ne se connaissaient pas. Carmen est montée dans sa voiture et est rentrée à la maison. Je l'ai suivie, en gardant 5 voitures d'écart. Je suis arrivé 10 minutes après elle. Quand je suis entré, Carmen était dans la cuisine, en train de ranger les courses, fredonnant une chanson. « Salut mon amour », m'a-t-elle dit joyeusement. « Comment s'est passée ta matinée ?»« Bien. Je suis allé à la salle de sport, puis au bureau pour vérifier quelques dossiers. Et la tienne ? Tranquille. J'ai fait les courses et je suis allé au yoga. Je suis un peu courbaturé, mais je me sens régénéré. » Chaque mot était un mensonge. Chaque syllabe, un coup de couteau. « Je suis content », ai-je répondu avec un sourire forcé. « Qu'est-ce qu'on mange ce midi ? » Je pensais faire quelque chose de léger. « Une salade, ça te va ? » Parfait. Nous avons déjeuné ensemble. Nous avons parlé des enfants. Daniela terminait son master en architecture dans une autre ville. Miguel travaillait dans une entreprise technologique et venait d'obtenir une promotion. Des sujets normaux. Des conversations banales. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas passé les 2 dernières heures dans un hôtel avec un autre homme. Après le déjeuner, Carmen a dit qu'elle allait faire une sieste. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai commencé à enquêter sur l'homme à la BMW. J'ai engagé un détective privé. Je lui ai envoyé les photos de la plaque et lui ai demandé de tout découvrir à son sujet. Nom, adresse, profession, situation matrimoniale, tout. 2 jours plus tard, le mardi, le détective m'a appelé. « Monsieur Mendoza, j'ai les informations que vous avez demandées. » Je vous écoute. L'homme s'appelle Gabriel Romero. 42 ans. Célibataire. Il travaille comme directeur commercial dans une entreprise d'importation de voitures de luxe. Il vit seul dans un appartement du quartier financier. Il gagne environ 120 000 $ par an. Aucun antécédent judiciaire. Et selon mes sources, il est connu pour, disons, avoir de nombreuses aventures avec des femmes mariées. Mon sang a bouilli. De nombreuses aventures ? Oui, monsieur. Apparemment, c'est son mode de fonctionnement. Il se montre charmant dans les clubs et bars élégants, rencontre des femmes mariées de classe moyenne à aisée en quête de sensations, et entretient des relations avec elles pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il s'ennuie ou que les choses se compliquent. Je vois. Et actuellement, combien de aventures a-t-il ? D'après ce que j'ai pu découvrir, au moins 3 simultanément. Votre épouse en fait partie.
3. Ce salaud jouait avec 3 femmes mariées en même temps. Autre chose? Ai-je demandé. Oui. J'ai obtenu ceci. Le détective m'a envoyé un message avec des photos. Des photos de Gabriel avec Carmen. Entrant dans l'hôtel. À une autre date, à une autre heure. Le 28 février. Puis encore le 7 mars. Cela n'avait pas commencé la nuit du club. Cela avait commencé des semaines plus tôt. Combien de fois sont-ils allés à l'hôtel? Ai-je demandé, sans être sûr de vouloir connaître la réponse. Selon les registres que j'ai pu obtenir, au moins 6 fois au cours des 5 dernières semaines. Toujours le samedi, entre 11h et 14h. 6 fois. 6 samedis. Chaque fois que Carmen me disait qu'elle allait au yoga. Merci, ai-je dit d'une voix rauque. Continuez à enquêter. J'ai besoin de tout savoir. Les messages si possible. Les appels. Les rendez-vous futurs. Tout. Compris, monsieur. Je vous tiendrai informé. J'ai raccroché et je suis resté assis dans mon bureau pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les photos étaient devant moi, à l'écran. Ma femme de 28 ans avec un autre homme. Entrant dans des hôtels. Mentant à propos de cours de yoga. Que devais-je faire? La confronter? Divorcer immédiatement? Frapper Gabriel Romero jusqu'à le rendre méconnaissable? Puis je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait dit quand j'étais jeune. Rodrigo, une vengeance précipitée est une vengeance gâchée. Si quelqu'un te trahit, ne réagis pas avec émotion. Réagis avec stratégie. Car la véritable justice n'est pas de leur faire du mal sur le moment. C'est de s'assurer qu'ils subissent exactement les conséquences qu'ils méritent. Alors j'ai pris une autre décision. Je n'allais pas confronter Carmen tout de suite. J'allais la laisser continuer son aventure. J'allais rassembler toutes les preuves possibles. J'allais contacter un avocat spécialisé en divorce. J'allais tout préparer. Et lorsque le moment parfait arriverait, quand tout serait en ordre, alors j'agirais. Mais ce ne serait pas un simple divorce. Non. Carmen m'avait menti, avait trahi ma confiance, avait gaspillé notre argent pour un autre homme. Et désormais, elle allait payer pour chaque mensonge. Pour chaque tromperie. Car s'il y avait bien une chose que Carmen avait oubliée à mon sujet au fil des années, c'est que je ne suis pas arrivé là où je suis en étant naïf ou guidé par mes émotions. J'y suis arrivé en étant stratégique. Calculateur. Patient. Et désormais, ces mêmes qualités se retourneraient contre elle. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé être, un acteur. Chaque matin, je me réveillais aux côtés de Carmen, je l'embrassais sur le front, je lui demandais comment elle avait dormi. Chaque soir, nous dînions ensemble, parlions de notre journée, regardions la télévision. Le week-end, nous allions nous promener, rendions visite aux enfants, jouions le rôle du couple parfait. Mais tout cela était un mensonge. Ou plutôt, moi, je vivais dans son mensonge. Car pendant que Carmen pensait que tout était normal, que son secret était à l'abri, moi, je consignais chacun de ses mouvements. Chaque mensonge. Chaque trahison. Le détective privé que j'avais engagé, Javier, était devenu mon ombre invisible. Il m'envoyait des rapports quotidiens avec des photographies, des enregistrements audio quand c'était possible, des relevés d'appels. Je ne violais aucune loi, je me contentais de rassembler des preuves de l'infidélité de mon épouse. Et des preuves, il y en avait en abondance. 15 mars, Carmen est soi-disant sortie déjeuner avec Monica. En réalité, elle a retrouvé Gabriel au restaurant Il Giardino. Ils ont mangé, bu du vin, se sont tenus la main au-dessus de la table. Les photos étaient d'une netteté irréfutable. 18 mars, un autre, jour de yoga. Une autre visite à l'hôtel en Prador. Cette fois, Javier a réussi à soudoyer un employé du service de nettoyage et à obtenir une photo d'eux dans le couloir de l'hôtel. Gabriel avait la main posée sur la taille de Carmen. 22 mars, Carmen m'a dit qu'elle allait chez sa mère parce qu'elle ne se sentait pas bien. Mensonge. Elle a retrouvé Gabriel dans un centre commercial, ils ont fait des achats ensemble.
Il lui a offert un bracelet en argent. Elle le portait lorsqu'elle est rentrée ce soir-là. Elle m'a dit qu'elle se l'était acheté elle-même. Un autre mensonge. Chaque jour était un nouveau coup de poignard. Mais je suis resté solide. Je n'ai montré aucune émotion. Aucun soupçon. Rien. Pendant ce temps, j'ai contacté le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville. Raphaël Montenegro. Un homme de 60 ans, réputé pour être impitoyable dans les affaires d'infidélité. Il gagnait 95% de ses dossiers. Il facturait 5 cents de l'heure. Cela m'était égal. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet un mercredi après-midi, pendant que Carmen croyait que j'étais en réunion d'affaires. Monsieur Mendoza, me salua Raphaël en me serrant la main avec fermeté. Je comprends que vous traversez une situation difficile. C'est une façon douce de le dire, répondis-je. Je m'assis en face de son bureau. Raphaël ouvrit un nouveau dossier. Racontez-moi tout. Depuis le début. Et je le fis. Je lui parlais de la nuit au club. De la filature jusqu'à l'hôtel. Des mensonges constants. Des photos. De tout. Raphaël écouta en silence, prenant parfois des notes. Quand j'eus terminé, il s'adossa à son fauteuil et me fixa longuement. Monsieur Mendoza, je dois vous poser une question importante. Que attendez-vous de ce divorce? Je veux justice, répondis-je sans hésiter. Soyez plus précis. Voulez-vous conserver la majeure partie des biens? Empêcher qu'elle reçoive une pension alimentaire? Obtenir la garde des enfants même s'ils sont adultes? Quoi exactement? Je veux qu'elle comprenne que trahir quelqu'un qui vous a tout donné a des conséquences. Réelles. Douloureuses. Permanentes. Raphaël esquissa un léger sourire. Je comprends. Et j'aime ça. Mais j'ai besoin de connaître vos priorités financières. Je lui exposai en détail toute ma situation économique. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque je mentionnai les 18 millions de dollars. Votre épouse est au courant? Pas le moins du monde. Elle pense que nous avons environ 500 000 dollars. Parfait. Cela nous donne un avantage énorme. Raphaël se mit à écrire rapidement. Voyez-vous, selon la loi de cet État, dans un mariage de plus de 20 ans, l'épouse a généralement droit à 40-50% des biens matrimoniaux. Mais il existe des exceptions. Lesquelles? Premièrement, l'infidélité prouvée. Nous l'avons. Deuxièmement, les biens acquis avant le mariage et les héritages. Quelle part de votre richesse actuelle provient d'avant le mariage? Environ 30%. La quincaillerie d'origine et les 3 premières expansions ont eu lieu avant notre union. Excellent. Cela représente environ 5,4 millions qu'elle ne peut pas toucher. Troisièmement, les dépenses matrimoniales injustifiées. A-t-elle utilisé de l'argent du compte commun pour son amant? Indirectement, oui. Vêtements, parfums, restaurant avec lui. Parfait. Nous pouvons soutenir qu'elle a dilapidé des fonds conjugaux dans sa liaison, ce qui réduit ses droits. Et quatrièmement, si nous prouvons qu'elle envisageait de vous quitter ou que la relation était longue et préméditée, nous pouvons demander un partage inégal des biens. Combien puis-je protéger? Raphaël fit quelques calculs rapides. Si nous jouons bien nos cartes, nous pouvons réduire sa part à moins de 20% du patrimoine total. Environ 2,5 millions. Mais après les frais juridiques, les impôts et le fait que plusieurs actifs ne soient pas facilement liquidables, elle recevra probablement entre 1,5 et 2 millions en liquidité ou en biens. 2 millions. Une somme obscène pour quelqu'un qui m'avait trahi. Mais toujours préférable à 9 millions. Et la pension alimentaire? Ah, c'est la partie amusante, sourit Raphaël. Normalement, dans un mariage long où l'un des conjoints ne travaille pas, la pension est quasi automatique. Mais avec des preuves d'infidélité, surtout prolongées et délibérées, nous pouvons demander une réduction drastique, voire sa suppression totale. Il est possible qu'elle ne reçoive rien? C'est difficile, mais possible. Cela dépend du juge. Certains sont conservateurs et accordent quand même quelque chose. D'autres, face à des preuves claires de tromperie consciente, peuvent la refuser entièrement. Mon estimation,
si elle n'est pas supprimée, elle ne dépassera pas 2 000 à 3 000 $ par mois, pour une durée limitée de 5 ans. C'était infiniment mieux que les 8 000 à 10 000 $ mensuels à vie qu'elle aurait normalement perçus. Il y a encore autre chose, poursuivit Raphaël. Vos enfants étant adultes et indépendants, il n'y a pas de pension pour enfants. Cela simplifie beaucoup les choses. Et si nous voulons être vraiment agressifs? Quoi? Nous pourrions la poursuivre pour préjudice moral. C'est rare, mais dans les cas d'infidélité extrême et prolongée, certains États l'autorisent. À hauteur de combien? Généralement entre 50 000 et 200 000 $, selon notre capacité à démontrer le préjudice émotionnel et psychologique. Je pensais aux nuits blanches, aux migraines, à l'angoisse constante, à ce nœud dans l'estomac chaque fois que Carmen me mentait droit dans les yeux. Faisons tout, dis-je. Utilisons chaque outil juridique disponible. Très bien. Nous devons maintenant nous préparer. Premièrement, j'ai besoin de copies de tous vos documents financiers. Relevés bancaires, titres de propriété, registres commerciaux, déclarations fiscales des 10 dernières années. Tout. Tout est prêt. Je peux vous les apporter demain. Parfait. Deuxièmement, continuez à tout documenter. Chaque mensonge, chaque rencontre, chaque dépense suspecte. Plus nous avons de preuves, plus notre dossier sera solide. C'est déjà en cours. Bien. Troisièmement, et c'est crucial, ne changez rien à votre comportement. Agissez normalement. Si elle soupçonne quoi que ce soit, elle pourrait cacher de l'argent, effacer des preuves ou se préparer légalement. Nous voulons que cela la frappe comme un tsunami. Ne vous inquiétez pas. Cela fait 3 semaines que je suis le mari parfait. Excellent. Enfin, le timing. Quand souhaitez-vous lancer la procédure? Je réfléchis. Pas encore. Je veux plus de preuves. Quelque chose de tellement clair, tellement irréfutable, qu'elle ne pourra ni nier ni se poser en victime. Très bien. Mais je vous conseille de ne pas dépasser 2 ou 3 mois. Plus le temps passe, plus cela peut devenir émotionnellement difficile. Raphaël ignorait à quel point il avait raison. Chaque jour passé à me sentir idiot dans ma propre maison était une torture. Mais cette torture en vaudrait la peine. Je quittai son bureau avec un plan limpide. Continuer à rassembler des preuves. Organiser tous mes documents. Préparer le coup parfait. Mais avant de rentrer chez moi, je fis un dernier arrêt. Je conduisis jusqu'à l'immeuble où vivait Gabriel Romero. Un complexe moderne dans le quartier financier. Ascenseur en verre. Hall en marbre. Portier en uniforme. Le genre d'endroit pour les gens qui aiment afficher leur réussite. Je n'entrai pas. Je restai simplement dans mon véhicule, face au bâtiment. À observer. À analyser. À réfléchir. Cet homme, Gabriel Romero, était entré dans mon mariage comme un parasite. Il avait séduit ma femme, l'avait transformée en menteuse, avait indirectement dépensé mon argent sur elle. Et pourquoi? Par amusement. Pour le jeu. Pour l'ego de conquérir des femmes mariées. Javier m'avait dit que Gabriel faisait cela régulièrement. 3 femmes en même temps. Des dizaines au fil des années. Pour lui, Carmen n'était qu'un numéro de plus. Une encoche supplémentaire à sa ceinture. Mais pour moi, Carmen avait été ma vie. Ma compagne. La mère de mes enfants. 28 ans réduits à néant par un homme à l'ego démesuré et à la morale inexistante. Pendant un instant, une part sombre de moi voulut monter, frapper à sa porte et lui briser chaque os du corps. Je voulais qu'il ressente ce que l'on ressent quand quelqu'un détruit ce que l'on aime. Mais je ne le fis pas. Parce que la violence est le refuge des faibles. De ceux qui n'ont pas de meilleures options. Moi, j'en avais. À la place, j'appelais Javier. J'ai besoin que tu découvres autre chose sur Gabriel Romero. Dites-moi. Je veux savoir s'il a des squelettes dans le placard. Des dettes. Des problèmes juridiques. N'importe quoi que nous pourrions utiliser comme levier. Vous envisagez de le confronter? Un jour. Mais pas encore.
Je veux juste être prêt. Compris. Je vous recontactais dans quelques jours. Je raccrochai et rentrai chez moi. Il était 18h30. Carmen devait préparer le dîner. En entrant, l'odeur du poulet rôti envahit la maison. Carmen était dans la cuisine, fredonnant en cuisinant. Elle me vit et sourit. « Salut mon amour. Comment s'est passée ta journée? Longue, mais productive. Et la tienne? Calme. J'ai un peu nettoyé, regardé la télé, parlé au téléphone avec Daniela. Rien de spécial. Rien de spécial. Comme si sa vie se résumait à cela, alors qu'elle menait en réalité une double vie dont je connaissais chaque détail. Ça sent délicieux, dis-je. Ton plat préféré? Poulet au citron avec pommes de terre rôties. Elle m'embrassa sur la joue. Le même genre de baiser qu'elle avait probablement donné à Gabriel quelques heures plus tôt dans une chambre d'hôtel. Nous dînâmes ensemble. Nous parlâmes de banalités. Du temps. Des nouvelles. Des projets du week-end. Et tout ce temps, je pensais. Encore un peu. Juste un peu plus de preuves. Et ensuite? Ensuite, Carmen apprendrait que lorsqu'on trahit le mauvais homme, on ne perd pas seulement un mariage. On perd tout. Avril arriva avec la pluie, et avec encore plus de mensonges. Carmen était devenue négligente. Ou peut-être étais-je simplement devenu un meilleur détective. Probablement les deux. Un jeudi après-midi, j'étais à la maison, en train de travailler sur mon ordinateur, lorsque Carmen entra dans mon bureau. Elle ne frappa pas. Elle ouvrit simplement la porte. « Rodrigo, il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'emballa. Le savait-elle? Avait-elle découvert que je savais? Ou allait-elle enfin avouer? Dis-moi, répondis-je en essayant de garder une voix neutre. Monica organise une retraite de week-end pour le groupe. Un spa à la montagne. Du vendredi au dimanche. J'ai déjà payé ma part. Ça te va si j'y vais? Une retraite de week-end. Bien sûr. Bien sûr, mon amour. Tu mérites de te reposer. Combien ça a coûté? Je te fais un virement. Non, ne t'inquiète pas. J'ai payé avec mes économies. Ses économies? Carmen n'avait pas d'économie. Tout ce qu'elle économisait provenait du compte commun que je finançais. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu dépenses tes économies. Je suis sûr. Et puis ce n'est pas si cher. Seulement $300. Je souris. Parfait. Amuse-toi bien. Elle m'embrassa sur le front et quitta le bureau. Dès que la porte se referma, j'appelai Javier. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Ce week-end, Carmen dit qu'elle part en retraite spa avec des amis à la montagne. J'ai besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est encore une couverture. Vous voulez que je la suive? Oui. Mais avec plus de prudence cette fois. Si elle est vraiment avec des amis, je ne veux pas qu'elle remarque quoi que ce soit. Mais si elle est avec lui, j'ai besoin de photos. De vidéos, si possible. Compris. Vendredi matin, Carmen fit sa valise. Vêtements de sport, maillot de bain, produits de beauté. Tout était parfaitement cohérent pour un spa. Tu as tout? Demandai-je pendant qu'elle fermait la valise. Je crois. Monica passe me prendre dans une demi-heure. Vous partez toutes dans la même voiture? Non. Monica et Patricia vont ensemble. Lucia et moi, on prend ma voiture. On se retrouve là-bas. Parfait. Conduis prudemment. Une demi-heure plus tard, un SUV se gara devant notre maison. Mais ce n'était pas la voiture de Monica. Et la personne au volant n'était pas une femme. C'était Gabriel Romero. Carmen sortit en courant avec sa valise. Elle ne me donna même pas un baiser d'adieu. Elle cria simplement. « Au revoir mon amour, on se voit dimanche. » Puis elle monta dans la voiture. Je l'ai regardée s'éloigner. Ma femme. Avec son amant. Pour tout un week-end. Mon téléphone sonna.
Javier. Monsieur Mendoza, je les suis. Vous voulez que je continue? Jusqu'au bout, répondis-je d'une voix tendue. Je veux savoir exactement où ils vont et ce qu'ils font. Les 48 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Javier me tenait informé toutes les 2 heures. Carmen et Gabriel ne se rendirent dans aucun spa de montagne. Ils allèrent à Playa Esmeralda, un complexe de luxe situé à 4 heures de la ville. Un endroit romantique. Avec des villas privées sur la plage. Des lits à baldaquin. Des jacuzzis en plein air. Gabriel avait réservé la villa Paraiso. $800 la nuit. Bien sûr, Carmen ignorait que je le savais. Gabriel lui avait probablement parlé d'un tarif spécial ou d'un autre mensonge commode. Javier m'envoya des photos. Carmen et Gabriel marchant main dans la main sur la plage. Dînant au restaurant du resort. S'embrassant sous les palmiers. Entrant ensemble dans la villa. Chaque photo était une torture. Mais je les sauvegardais toutes. Chacune serait une preuve devant le tribunal. Le samedi soir, tandis que Carmen partageait probablement une bouteille de champagne avec Gabriel dans leur villa de luxe, j'étais seul à la maison, avec une bouteille de whisky, fixant les photos sur mon ordinateur. Puis mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Rodrigo Mendoza? Une voix de femme. Jeune. Nerveuse. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Sofia. Je suis, mon Dieu, c'est difficile à dire. Je suis la petite amie de Gabriel Romero. Le monde s'arrêta. Sa petite amie? Oui. Enfin, je l'étais. Je viens de découvrir qu'il me trompe. Avec plusieurs femmes. L'une d'elles est votre épouse. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai engagé un détective privé. Il m'a donné votre numéro. Il a dit que vous voudriez sans doute savoir que Gabriel n'est pas seulement avec Carmen. Il voit aussi 2 autres femmes. Et, moi, quand ça l'arrange. Je ressentis un mélange étrange d'émotions. De la colère. De la tristesse. Et, bizarrement, un certain soulagement. Cela signifiait que je n'étais pas le seul. Gabriel était un prédateur en série. Pourquoi m'appelez-vous? Parce que j'en ai assez. Fatigué de ces mensonges. Et j'ai pensé que vous aussi. Je veux le démasquer. Je veux que toutes les femmes qu'il manipule connaissent la vérité. Que proposez-vous? Je ne sais pas encore. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. Quelqu'un qui a lui aussi été trahi par lui. Je réfléchis soigneusement avant de répondre. Cela pouvait être une opportunité. Ou un piège. Sofia, merci de m'avoir appelé. Mais j'ai besoin de vous demander quelque chose. Quel âge avez-vous? 25 ans. Bien sûr. Gabriel avait 42 ans. Carmen en avait 54. Il passait des femmes de 20 ans aux femmes mariées d'âge mûr. Un véritable prédateur sans scrupules. Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 8 mois. Mais apparemment, il n'a été fidèle que les 2 premiers. Après ça, il a commencé avec les autres. Y compris ma femme. Oui, je suis vraiment désolé. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous êtes aussi une victime. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis des sanglots. Je suis désolé, dit Sofia. Je l'aimais. Je croyais vraiment qu'il m'aimait. Il parlait même d'emménager ensemble. Tout était faux. Je sais. Croyez-moi, je sais. Nous parlâmes pendant près d'1 heure. Sofia me raconta tout sur Gabriel. Ses schémas. Ses mensonges. La façon dont il rencontrait des femmes dans des clubs et des bars élégants. Comment il les séduisait avec de l'attention et des cadeaux modestes mais significatifs. Comment il les faisait se sentir uniques. Puis Sofia dit quelque chose qui me glaça le sang. Il y a autre chose que vous devez savoir. Gabriel ne fait pas ça uniquement pour le plaisir. Il y a une raison financière. Que voulez-vous dire? Les femmes mariées avec qui il sort, il finit toujours par leur demander de l'argent.
De petites sommes au début. Pour une urgence. Pour aider sa mère malade. Pour rembourser une dette. Que des mensonges. Mais les femmes amoureuses donnent l'argent. Mon estomac se noie. Carmen lui a donné de l'argent? Je n'en suis pas certaine. Mais d'après le schéma que j'ai observé avec les autres, c'est très probable. Après avoir raccroché avec Sofia, je consultai immédiatement les relevés bancaires. Cette fois, je cherchais quelque chose de précis, des retraits en espèces. Et ils étaient là. 22 mars, retrait de $500. 29 mars, retrait de $800. 5 avril, retrait de $1,200. 12 avril, retrait de $1,500. Au total, $4,000 retirés en liquide en moins d'un mois. Carmen ne retirait jamais autant d'argent. Elle payait tout par carte. Pourquoi avait-elle besoin de $4,000 en espèces? La réponse était évidente, pour Gabriel. Ma femme ne me trompait pas seulement émotionnellement et physiquement. Elle me volait. Elle prenait mon argent pour le donner à son amant. Quelque chose se brisa en moi à cet instant. Pas de tristesse. De la rage pure. Je me levai, allai à la cuisine, et pour la première fois en 30 ans, je criai. Un cri profond, primitif, de colère absolue. Je frappai le mur de mon poing. La douleur me ramena à la réalité. Je respirai profondément. Comptai jusqu'à 10. Puis jusqu'à 20. Contrôle-toi, Rodrigo, me dis-je. C'est exactement ce que tu voulais. Encore plus de preuves. Et maintenant, tu les as. Pas seulement l'infidélité. Le vol aussi. J'appelai Raphaël, mon avocat, bien qu'il fût samedi, 23 heures. Raphaël, c'est Rodrigo. Désolé pour l'heure. Aucun problème. Que se passe-t-il? J'ai de nouvelles informations. Carmen donne de l'argent à son amant. Des milliers de dollars prélevés sur notre compte commun. Vous avez des preuves des retraits? Oui. Relevé bancaire avec date et montant. Parfait. Cela entre dans la dissipation des actifs matrimoniaux. Nous pouvons l'utiliser pour réduire encore sa part lors du divorce. Chaque dollar donné à cet homme sera déduit de ce qu'elle recevra. Très bien. Autre chose? Oui. Préparez-vous émotionnellement. Quand nous lancerons la procédure, ce sera une guerre. Elle se battra. Elle mentira. Elle se posera en victime. Vous devez être prêt. Je le suis. Et je dois vous demander, êtes-vous absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Pour la première fois depuis des semaines, je souris. Un sourire froid. Calculé. Raphaël, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Le dimanche après-midi, Carmen rentra à la maison. Elle entra avec sa valise, bronzée, détendue, heureuse. Son week-end avec son amant lui avait manifestement fait du bien. « Salut mon amour », dit-elle. « Tu m'as manqué ?» Je la regardai. Vraiment. Et pour la première fois en 28 ans, je ne vis pas la femme que j'aimais. Je vis une étrangère. Une menteuse. Une voleuse. Une traîtresse. Bien sûr, mentis-je. Comment était le spa? Merveilleux. Exactement ce dont j'avais besoin. Massage, soins du visage, yoga à l'aube. C'était tellement relaxant. Chaque mot était un poison sortant de sa bouche. Je suis content. Tu as l'air reposé. Je le suis. On devrait y aller ensemble un jour. Ça nous ferait du bien, en tant que couple. En tant que couple? Après avoir passé le week-end avec un autre homme? Après m'avoir volé de l'argent pour le lui donner? L'audace était stupéfiante. Oui, on devrait, dis-je avec un faux sourire. Peut-être pour notre anniversaire. Ce serait parfait. Notre anniversaire était dans 2 mois. Le 15 juin. 29 ans de mariage. Mais Carmen n'atteindrait pas cet anniversaire en tant que mon épouse. Car j'avais déjà pris ma décision.
La procédure de divorce commencerait exactement une semaine avant notre anniversaire. Le 8 juin. Et quand Carmen recevrait les papiers, quand elle verrait les photos, quand elle comprendrait que je savais tout depuis le début. Ce serait le véritable choc de sa vie. Car elle pensait être la plus intelligente. Celle qui avait les secrets. Celle qui contrôlait la situation. Mais elle avait oublié une chose essentielle à mon sujet, j'ai bâti un empire à partir de rien. Et je ne l'ai pas fait en étant stupide. Je l'ai fait en étant plus intelligent, plus patient et plus stratégique que tous les autres. Et maintenant, ces mêmes qualités allaient détruire son monde entier. Les semaines suivantes furent un ballet parfaitement chorégraphié de mensonges, de documents et de préparations juridiques. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait à la perfection. Carmen n'avait aucune idée que chaque mensonge, chaque rendez-vous avec Gabriel, chaque peso volé sur notre compte commun était minutieusement consigné et archivé. 8 juin 2024. Le jour où tout allait basculer. Carmen se réveilla ce matin-là sans savoir que ce serait le dernier jour de sa vie confortable. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, comme toujours. Des tartines grillées, du café, une conversation banale sur la météo. Je sors avec Monica aujourd'hui, me dit-elle. Nous devons aller voir des robes pour le mariage de sa nièce. Bien sûr. Un autre mensonge. Selon Ravière, Gabriel avait réservé une chambre à l'hôtel en Prador pour 14 heures. Parfait. Moi aussi j'ai quelques réunions. Je rentrerai probablement tard. Elle partit à 11 heures. J'attendis 10 minutes, puis j'appelai Raphaël. C'est l'heure. Parfait. Mes assistants sont déjà en route vers ta maison avec les documents. Es-tu certain de vouloir faire ça aujourd'hui? Absolument. À 11h30, 2 hommes frappèrent à ma porte. Ils transportaient une grande boîte remplie de documents juridiques. Nous avons passé 3 heures à tout organiser sur la table de la salle à manger. Les papiers du divorce. Les photographies. Les relevés bancaires. Les registres de l'hôtel. Tout était là. Raphaël arriva à 15 heures, accompagné d'un huissier de justice. Monsieur Mendoza, Carmen doit être officiellement notifiée. À quelle heure pensez-vous qu'elle rentrera? Probablement vers 18 heures. Parfait. Nous attendrons. Et nous avons attendu. Tous les 4. Assis dans mon salon, entouré des preuves de 28 années de mariage et de 2 mois de trahison. Carmen arriva à 18h15. Je l'entendis se garer. Je l'entendis ouvrir la porte. Je l'entendis chanter en entrant. Puis elle me vit. Assis sur le canapé. Avec 3 hommes en costume. Des documents étalés sur toute la table. Son visage devint livide. Rodrigo, que se passe-t-il? Raphaël se leva. Madame Carmen Mendoza, je suis Raphaël Montenegro, l'avocat de votre mari. Voici l'huissier Martinez. Vous devez signer ces documents confirmant que vous avez été officiellement notifié de la demande de divorce. Carmen me regarda, les yeux remplis de stupeur. Un divorce? Rodrigo, de quoi parle-t-il? Je ne répondis pas. Je pris simplement une photo, Carmen et Gabriel entrant dans l'hôtel en Prador. Je la lui montrai. Son visage passa du choc à la terreur pure. Je peux expliquer. Non, dis-je calmement. Tu ne peux pas. Je pris une autre photo. Eux, s'embrassant sur la plage. Rodrigo, s'il te plaît. Encore une photo. Gabriel lui tenant la taille dans le hall de l'hôtel. Attends. Et enfin, le relevé bancaire, avec les retraits en espèces surlignés en jaune. 4 000 $, Carmen. De notre compte. Pour ton amant. Gabriel Romero. Âge, 42 ans. Profession, séducteur professionnel de femmes mariées. Nombre actuel de victimes simultanées, 4, toi comprise. Carmen s'effondra sur une chaise. Les larmes commencèrent à couler. Rodrigo, je suis désolé. Vraiment désolé. C'était une erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il me faisait me sentir spécial, jeune à nouveau, et moi.
Et toi, quoi? L'interrompis-je. Tu as décidé que 28 ans de mariage ne valaient rien? Que je ne méritais pas ta loyauté? Que tu pouvais me voler pour financer ton aventure? Raphaël intervint. Madame Mendoza, veuillez signer ici pour confirmer la réception de la notification de divorce. Vous avez 30 jours pour répondre avec votre propre avocat. Non, sanglota Carmen. Je ne signerai rien. Rodrigo, on peut arranger ça. Allez en thérapie. Je peux changer. Je te le promets. Carmen, la coupai-je, la voix glaciale. Cela fait 2 mois que je sais tout. 2 mois à documenter chaque mensonge. Chaque rendez-vous. Chaque peso volé. Si j'avais voulu réparer, je l'aurais fait le premier jour. Mais je ne veux pas réparer. Je veux que cela se termine. Mais je t'aime. Non. Tu aimes mon argent. Et tu n'as même aucune idée de combien j'en ai réellement. Je pris un autre document. Ma déclaration complète de patrimoine. Je la lui tendis. Carmen la lut. Ses yeux s'écarquillaient à chaque chiffre. 18. 18 millions? Tu as 18 millions de dollars? J'avais. Maintenant, après le divorce, tu recevras environ 1,8 million. Bien moins que ce que tu aurais eu si tu ne m'avais pas trahi. Et crois-moi, mon avocat se battra pour que ce soit encore moins. Mais nous avons toujours vécu si modestement. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais moi ou mon argent. Maintenant je le sais. Merci de me l'avoir confirmé. Raphaël lui tendit un stylo. Madame Mendoza, veuillez signer ici, s'il vous plaît. Les mains tremblantes, Carmen signa. L'huissier prit les documents. Merci. Le tribunal vous contactera. Les 3 hommes partirent. Nous restâmes seuls. Carmen et moi. Pour la dernière fois sous le même toit en tant qu'époux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda Carmen, la voix à peine audible. Tu fais tes valises. Tu as jusqu'à demain 18 heures pour quitter cette maison. Après cela, les serrures seront changées. Où vais-je aller? Ce n'est pas mon problème. Peut-être que Gabriel te laissera rester chez lui. Oh, au fait, je ne te l'ai pas dit, Gabriel est aussi poursuivi par Sofia, sa petite amie officielle. Apparemment, tu n'étais qu'un passe-temps. Carmen éclata en sanglots. Rodrigo, je t'en prie. Ne me fais pas ça. Nous sommes une famille. Nous avons des enfants. Tu ne peux pas. Je peux. Et je le ferai. Parce que pendant 28 ans, je t'ai tout donné. Mon amour. Ma loyauté. Mon argent. Ma vie. Et tu as tout jeté à la poubelle pour un homme qui ne se souvient probablement même pas de ton nom de famille. Je me levai et marchai vers mon bureau. Avant de fermer la porte, je me retournai. Au fait, j'ai appelé Daniela et Miguel. Je leur ai tout raconté. Je leur ai montré les preuves. Ils décideront s'ils veulent garder contact avec toi ou non. C'est leur choix, pas le mien. Je fermai la porte. Pour la première fois depuis 2 mois, je ressentis quelque chose qui ressemblait à la paix. Le lendemain, Carmen fit ses valises et partit. Pas d'adieu dramatique. Juste le silence. La procédure de divorce dura 6 mois. Carmen tenta de se battre. Elle engagea 3 avocats différents. Tous abandonnèrent en voyant les preuves. Finalement, elle accepta l'accord, 1,5 million de dollars, sans pension alimentaire, sans droit sur mes entreprises. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis dans une nouvelle maison face à la mer. Daniela et Miguel me rendent visite régulièrement. Tous deux ont coupé les ponts avec Carmen après avoir vu ce qu'elle a fait. Carmen, d'après ce que j'ai entendu, vit dans un petit appartement avec l'argent du divorce. Gabriel l'a quitté 2 semaines après que tout a éclaté. Elle est seule. Est-ce que je regrette? Non. Parce que j'ai appris une chose essentielle. La trahison ne mérite pas le pardon. Elle mérite la justice. Et la justice, même lorsqu'elle arrive froide et calculée, arrive toujours. Global? Who the fuck is that? Wait.
real quick. Mobile gaming controller? Okay. What? Hmm? What did you say? Nothing. Why would you get a 1K polling rate controller? Hello? When 8Ks just came out. You don't need all that. I didn't pay for it? How did you even get them to send it to you? Yeah, you sure he doesn't need all that, babe? Okay, I like that. I like that. I like what I see. I'm about to make my res so stretch. Everybody looks like Gibby. What are you getting? Wait, what are you playing on? Native. Why? I change it. What? Why? Okay, is that what I sound like to you? Yes. Wow. Okay, got it. Wait, so how the fuck did you get that shit It sent to doesn't you? look stretched. What doesn't? If you want stretched, Yes. you need to run a video config file. If you want for free, you need to run a video config. If you want to play 1610, it's like not giga stretched. Wait, do you even need to run a video config file? Ew, this looks terrible. Oh. What? Is it just this command to play for free? Is it just a one-line command? I don't know what you're talking about, Obi. That, what I sent to you, is going to make it so Stretch doesn't have black bars. But I'm not too sure. Okay. I'm not too sure. Wait. Not sure if that's enough, though. What do you mean? I'm not sure if putting in that command only makes it so it's for free. Stretched. I don't think so. Well, I guess I'm about to find out. No, it's not. Do you want to do the Apex, local, and it's right here, video. Because when you change settings in game, Do you want to do the thing now? What thing? The video config shit? I don't know how to do that. I can tell you how. Do you know where your Apex files are located? No, we don't have to do that right now. Do it. Just go in your. You're go, streaming. doesn't matter. Go in your file explorer and just literally type Apex, and it's gonna pop the folder. And then you open the Apex folder. Screen share it to me. 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 Come on. Oh, man, you. I just want to help. Screen share it to me. I already opened my game. No, you didn't. You just opened it because you don't want my help. Okay, good. There you go. Let's go. Screen share it to me. You just want to see my files. That's what I do. I don't want to look at your files. Just screen share it to me. You just want to see my name. Oh my god! Just screen share it to me.
How do I? Screen share? No. Well, screen share then. Okay. Jesus. Okay. Are you in the Apex folder? Yeah. No, not there. Just type. Just go Where? back in the this PC tab on the left. And just type Apex in the search bar. Search this PC. Type It's Apex. gonna take 4,000 years. No, it's not. Press enter. I'm pushing enter. Nothing's happening. Why is your PC not searching? Hello? I told you. Wait. Give me a second then. Wait. Let me see where this is. Okay, go in your no, yeah, go local. Then type right click on video config.cfg. Go to properties. You got to make it basically just read only. Yeah. You know what I'm trying to say. Apply it. Okay. Now open it. Also, I think wait, no. Can you edit it? Can you edit the you can edit what's in it, right? So where it says last display width, keep it 1920 and setting. Where? Wait. This? Yeah. So try 1440 under where it says 1080. Put 1440. Nice. Now press Control Leave that S. the same? Yeah. Just press Control S. Why would I do that when I could just do this? Save. Okay. Close it. It's because you put it read only. I forgot you were supposed to do it later. Close it. Oh my god. Close this tab. Close this tab. Close the video config notepad. Press don't save. Make it not read only. Oh my fucking god. Game, it re-enables all these videos before res. There are a couple. Save. Once you guys Okay. Oops, what did I do? Okay, actually, that's last display height. Huh? What? Height. What the fuck? What? have Hold that done, see 17. I'm doing 1728 by 10, so I just put in 1728, 1080. Once again, already there. So just come up here, hit. Wait. Hold on. I'm trying to see the ratio. Wait. That was 14. Okay. It's so easy. I can show you how to do it. Last display height. No. Put the last display height back to 1080 because that's the last one that you use. It doesn't matter. That's not the setting. Put 1080. There. Okay. Now do default setting default res. You see where it says 1440? This? Yeah. That one, you should put it as either. Yeah, just do 1440. Okay. Oh, I didn't change anything. And the default res height, put it to 1080. Okay. Now save it. Close it. Make the file read only. Now close this. You don't need this anymore. Now, if you have the command still in your... I do. Okay. It should work. Like your game should be stretched. Okay. Giga stretch, that is. I've never played that res in my life personally, so